Tous ces processus extraordinaires ne se déroulent pas loin de vous, mais à l'intérieur de votre propre corps. Ces événements que nous avons simplifiés ici sont en réalité bien plus compliqués et se répètent sans cesse dans chacune des 100 milliards de cellules de votre corps. La cellule, que les auteurs de la théorie de l'évolution envisageaient comme un simple petit amas de combinaisons albumineuses de carbone, possède donc cette organisation extraordinaire. Ce système merveilleux n'aurait certainement pas pu apparaître par hasard, comme le prétend la théorie de l'évolution. Lorsque tous ces détails de la biologie cellulaire furent révélés et compris, la théorie de l'évolution subit un grand coup. Aujourd'hui, un grand nombre des savants les plus distingués reconnaissent que la vie, telle qu'elle est contenue dans la cellule vivante, ne peut pas être le produit du hasard. Et ils reconnaissent qu'une organisation supérieure est présente dans tous les aspects de la vie. L'un de ces savants est Michael B.E., un professeur de biochimie américain réputé. Voici comment il se réfère au fait de l'organisation de la cellule, révélée par la science moderne. Je pense que la conclusion à une organisation est une conclusion scientifique, une conclusion empirique totalement fondée sur l'observation. L'univers et la vie sont le produit d'une intention, d'une activité intelligente. Et je voudrais souligner que cette idée est le fruit des progrès de la science. Elle ne vient pas de ce que nous ne savons pas, mais bien plutôt de ce que nous avons appris au cours des 5 dernières années. La science montre bien en effet que tous les êtres vivants ont été produits à la suite d'une création consciente. Ne parvenant pas à expliquer les systèmes complexes à l'intérieur d'une seule cellule vivante, la théorie de l'évolution ne parvient pas non plus à expliquer l'organisation présente dans le corps des êtres vivants. Par exemple, l'aérodynamique de l'aile d'un oiseau, les techniques de chasse extraordinaires de l'araignée, un insecte conçu de façon à ressembler à une feuille et pouvant ainsi se camoufler, le dessin en forme d'œil sur l'aile d'un papillon, ou le sentiment de compassion chez les animaux. La vie, avec tous ces détails parfaitement organisés, est de toute évidence le produit d'une création supérieure. Ce créateur supérieur, c'est Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux, de la terre et de tout ce qui est entre eux. Lorsque vous regardez autour de vous en plein air dans un vaste champ, vous voyez facilement les objets les plus lointains et les plus proches, avec toutes leurs couleurs, leurs formes et leur taille. Cette vision, que vous avez obtenue sans faire le moindre effort, est le résultat de nombreuses réactions et interactions complexes à l'intérieur de votre corps. Regardons maintenant de plus près ces opérations compliquées. L'œil humain possède un mécanisme totalement automatique qui fonctionne parfaitement. Il est constitué de la combinaison de 40 éléments fondamentaux
et chacun de ces éléments exerce des fonctions critiques dans le processus de la vision. Tout défaut, toute infirmité dans un seul de ces éléments rendrait la vision impossible. La couche transparente sur le devant de l'œil est la cornée. Juste derrière se trouve l'iris. Donnant à l'œil sa couleur, l'iris ajuste automatiquement sa taille selon l'acuité de la lumière, grâce aux muscles qui y sont attachés. Par exemple, si nous sommes dans un endroit obscur, l'iris se dilate pour faire entrer le plus de lumière possible. Quand la lumière augmente, il se contracte pour réduire la quantité de lumière pénétrant dans l'œil. Voici comment fonctionne le système d'ajustement automatique de l'iris. Au moment où la lumière pénètre, une pulsion nerveuse voyage jusqu'au cerveau et lui transmet le message concernant l'existence et l'acuité de la lumière. Le cerveau renvoie immédiatement un signal ordonnant à quel point les muscles autour de l'iris vont se contracter. Un autre mécanisme de l'œil qui fonctionne parallèlement à cette structure est celui du cristallin. Le rôle du cristallin est de projeter la lumière qui pénètre dans l'œil sur l'écran rétinien situé à l'arrière de l'œil. Grâce au mouvement des muscles autour du cristallin, les rayons lumineux pénétrant dans l'œil de différents angles peuvent toujours être projetés sur la rétine. Tous les systèmes que nous avons décrits sont infiniment plus petits, mais aussi infiniment plus perfectionnés que les instruments mécaniques inventés par la technologie moderne pour imiter l'œil. Même le système d'imagerie artificielle le plus sophistiqué du monde demeure extrêmement simple et primitif si on le compare à l'œil. Lorsque nous pensons aux efforts et aux connaissances qui ont été déployés pour mettre au point ces systèmes d'imagerie artificielle, nous comprenons que l'œil est le résultat d'une création supérieure. Si nous examinons une seule cellule de l'œil au niveau microscopique, la supériorité de cette création apparaîtra plus clairement encore. Imaginons que nous regardons une coupe de cristal pleine de fruits. Les rayons lumineux venant de cette coupe jusqu'à notre œil passent à travers la cornée et l'iris et sont projetés sur la rétine par le cristallin. Que se passe-t-il donc dans la rétine pour que les cellules rétiniennes perçoivent la lumière? Lorsque les grains de lumière, qu'on appelle aussi photons, atteignent les cellules de la rétine, ils produisent un effet en cascade, comme une rangée de dominos soigneusement disposés les uns après les autres. Le premier de ces dominos des cellules rétiniennes est une molécule appelée 11,6-rétinal. Quand un photon de lumière entre en contact avec elle, cette molécule change de forme. Cela induit un changement dans la forme d'une autre protéine, la rhodopsine, à qui elle est solidement liée. La rhodopsine prend alors une forme qui lui permet d'adhérer à une autre protéine appelée transducine, qui était déjà présente dans la cellule, mais qui ne pouvait pas réagir auparavant en raison de l'incompatibilité de sa forme. Après cette union, une autre molécule appelée GDP rejoint aussi ce groupe. Maintenant, deux protéines, la rhodopsine et la transducine, et une molécule chimique appelée GDP se trouvent liées ensemble. Toutefois, le processus ne fait que commencer. Le composé appelé GDP a maintenant la forme voulue pour se lier à une autre protéine appelée phosphodiestérase qui est toujours présente dans la cellule. Ce lien effectué, la forme de la molécule ainsi produite enclenchera un mécanisme qui commencera une série de réactions chimiques à l'intérieur de la cellule. Ce mécanisme modifie la concentration d'ions de la cellule et produit de l'énergie électrique. Cette énergie stimule les nerfs situés tout au fond de la cellule rétinienne.